C'est parti. Eh bien, je souhaite le bonjour à tous ceux qui arrivent dans ce nouveau webinaire organisé par l'Association française d'agronomie, en lien avec des partenaires, mais je laisserai Marie-Hélène Geoffroy, qui est notre animatrice préférée, préciser ce que c'est que ce cycle de webinaire portant sur les innovations des agriculteurs. Et donc, pendant que vous arrivez, je me rappelle qu'il y a deux possibilités pour vous, en tant que participant, d'interagir avec les animateurs, les intervenants et l'animatrice. D'une part, vous avez le bouton discussion ou converser ou chat selon la version de votre plateforme, qui vous permet de nous mettre des informations ou me faire part d'éventuels soucis techniques. Et l'autre bouton qu'on vous conseille vivement d'utiliser, c'est le bouton Q&R pour questions-réponses. Questions-réponses, et donc vous pouvez poser toutes vos questions par écrit. Et Marie-Hélène, à la fin de l'intervention d'Émilie et d'Aurélie, eh bien, reformulera vos questions pour que les intervenantes puissent y répondre. Voilà, je vais remettre ça par écrit pour ceux qui arrivent un peu en retard. Marie-Hélène, je te laisse la parole. Merci Philippe. Donc, je suis Marie-Hélène Geoffroy, agronome à INRAE. Donc, nous sommes heureux de vous inviter à ce 6e, je crois, webinaire dédié aux innovations des agriculteurs et agricultrices. Donc, ce webinaire est proposé par Agrignum, l'Association française d'agronomie, le réseau mixte technologique Champs et Territoires Ateliers et IDEAS, l'initiative pour la conception dans les systèmes alimentaires. Donc, aujourd'hui, on va parler de viticulture bio, et notamment de quels leviers pour maintenir les rendements, diminuer les intrants et améliorer la qualité des sols, avec une agricultrice, Émilie Huc, qui est viticultrice donc dans l'Hérault, et puis avec Aurélie Mété, qui est enseignant-chercheur en agronomie à Montpellier Supagro, Institut Agro. Donc notre objectif dans ces webinaires est double. D'une part, c'est présenter une innovation ou un ensemble d'innovations réussies dans le cadre de l'agroécologie, mise en œuvre par notre agricultrice, donc invitée aujourd'hui. Et ensuite, décrypter la logique d'action de cette agricultrice, c'est-à-dire les relations qu'il y a entre les pratiques qu'elle met en œuvre, ses objectifs, les résultats qu'elle souhaite obtenir, les observations qu'elle fait pour faire évoluer ses pratiques et une interprétation finalement fonctionnelle de ces pratiques. Et tout ça de manière à partager les savoirs en agroécologie au-delà donc de ce webinaire aujourd'hui. Et donc, c'est à travers un dialogue entre Émilie et Aurélie qu'on va tenter de décrypter cette logique d'action aujourd'hui. Donc, on a une série de webinaires maintenant et on va faire dans un second temps un travail de formalisation de toutes les logiques d'action des agriculteurs qu'on a vues, notamment dans l'outil GECO, qui est un outil web de gestion des connaissances pour la transition agroécologique et qui présente des techniques alternatives dans le but de contribuer à cette transition agroécologique. Donc, en termes d'organisation, aujourd'hui, on va écouter d'abord Émilie et Aurélie pendant à peu près une trentaine de minutes, nous décrire ces pratiques innovantes. Pendant ce temps-là, donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section Q&R de l'outil. Et puis, dans la seconde demi-heure, je reprendrai ces questions et demanderai à Émilie et ou Aurélie si elles veulent bien y répondre. Voilà, donc ce webinaire est enregistré, ensuite il est mis en ligne pour réécoute éventuelle. Et donc, je laisse maintenant la parole à Émilie et Aurélie et je vous souhaite bon webinaire à tous. Merci Marie-Hélène. Je prends la parole en premier. Bonjour à tous. Donc, je suis heureuse d'inviter Émilie à expliquer un peu ces systèmes de production viticole. Donc, on travaille ensemble avec Émilie depuis peu de temps, quelques mois. Et donc, le webinaire est une bonne occasion de mettre en avant les différents leviers testés sur l'exploitation viticole. Donc, pour commencer, Émilie, si tu es d'accord, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots l'exploitation, le contexte pédoclimatique, le type de cépage que vous cultivez? Donc, bonjour à tous. Donc, alors, donc on a un domaine viticole de 60 hectares de vignes qui est sur la commune de Montady. Donc, Montady, c'est dans l'Hérault, dans le sud de la France. Voilà.
Donc, la particularité, l'avantage de ce domaine, c'est qu'en fait, sur les 60 hectares, on a 55 hectares d'un seul tenant. Donc ça, c'est un gros avantage. Et après 5 hectares à vol d'oiseau qui sont à 100 mètres, donc tout est à côté. Donc ça, c'est un avantage comme ça peut être un inconvénient. Voilà. Donc ensuite, nous sommes en bio depuis, donc on a commencé la conversion en 2017 et on a été labellisé en 2020 puisqu'il faut 3 années de conversion en agriculture biologique. C'est un domaine familial. Donc on a repris avec mon mari en 2012, on est arrivé sur l'exploitation. Mais en gros, je suis à 4e génération à reprendre le domaine. Donc ça fait un petit moment que nous y sommes. Ensuite, quel type de sol à peu près nous avons pour pouvoir un peu présenter. Donc, en fait, il y a 50% de sable, 25% de limon et 25% d'argile. Donc, on est sur un climat méditerranéen, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des années où on a pas mal d'eau, comme par exemple 2018-2020, où on peut avoir des années où, au contraire, il n'y a pas suffisamment d'eau, où on est plutôt en sécheresse, comme on peut avoir en 2014, ou même cette année, on commence à sentir un peu le fait que ça manque un peu d'eau. Donc sur l'exploitation, j'ai 15 cépages différents, donc du chardonnay, colombard, sauvignon, sorelli. Donc le sorelli, il y en a certains qui ne connaîtront pas parce que c'est un cépage résistant, donc résistant aux maladies, c'est-à-dire mildiou, oïdium, merlot, alicante, genasson, caladox, cinsault, grenache, côte morcelin. Bon, vous les avez tous décrits. Quel est l'intérêt d'avoir autant de cépages différents? C'est que historiquement, on était en cave particulière et que forcément, on faisait pas mal d'assemblages, donc c'est vrai que c'est un intérêt. Et aussi, bon, alors maintenant, c'est vrai qu'on est en cave coopérative, mais il y a quand même toujours cet intérêt parce que ça nous permet de suivre les tendances du marché. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que ce sont les rosés qui sont les plus demandés. Donc, comme j'ai quand même pas mal de cépages rouges qu'on peut transformer en rosé, ben ça, c'est aussi pas mal d'avantages. L'autre avantage d'avoir autant de cépages différents, c'est par rapport, par exemple, aux sensibilités aux maladies. Par exemple, la Syrah est beaucoup moins sensible que, par exemple, on peut prendre un merlot ou un grenache, qui a d'autres caractéristiques. Et aussi l'avantage de la précocité, c'est-à-dire que je ne suis pas obligée de tout vendanger d'un coup, parce que si on devait vendager 60 hectares en 3 jours, ça ne serait pas du tout possible, ou sinon ça voudrait dire que j'ai plusieurs machines à vendager et économiquement, ce n'est pas viable. Donc voilà l'avantage d'avoir ces 15 cépages différents sur l'exploitation. Ok, merci Émilie. Alors, je te propose maintenant de nous décrire un peu les pratiques innovantes que tu mets en place sur le domaine. Ok. Donc, alors, une des premières pratiques qui sont innovantes, c'est donc l'ensemble du domaine est irrigué en goutte à goutte. Alors, on a 2 systèmes de goutte à goutte différents. Il y a celui que vous voyez sur la photo qui est aéré, qu'on a suspendu parce que comme nous sommes en agriculture biologique, il faut absolument qu'on puisse épamprer ou passer les intercepts sans forcément abîmer le goutte à goutte. Donc, on l'a mis de façon en hauteur, donc aéré. Et ensuite, après, j'ai un deuxième système de goutte à goutte qui est enterré. Donc là, le goutte à goutte est enterré à peu près à 40 cm au milieu du rang et tous les rangs, ce qui fait que les racines peuvent aller puiser l'eau dedans. Donc, ils ont chacun leur avantage et leur inconvénient. L'avantage du goutte à goutte aéré, c'est que c'est facilement réparable. On voit une fuite, on découpe, on met les raccords, c'est tout de suite réparable. Mais bon, par contre, il y a plus de fuites dues, par exemple, les animaux qui vont aller manger le goutte à goutte ou des incidents dus à des coups de sécateur ou des problèmes d'intercept. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient. Celui qui est enterré, l'avantage, c'est que y a beaucoup moins de problèmes de fuite, sauf quand on a des attaques de fourmis, parce que là, c'est ce qui nous arrive cette année. Mais après, en général, c'est plus pratique et on a besoin de mettre moins d'eau, parce qu'il y a moins d'évapotranspiration. La vigne capte la totalité. Donc voilà, c'est ça l'avantage. Et aussi un autre avantage, c'est que quand c'est irrigué sur l'interrang, l'avantage, c'est que l'herbe, c'est beaucoup plus facile à gérer que quand le goutte à goutte est sur le rang de vigne, comme quand il est aérien, où là, forcément, l'herbe se développe un peu plus facilement. Voilà. Alors, peut-être la deuxième pratique innovante qu'on a identifiée sur votre domaine, si tu peux la présenter. Donc, ça, c'est la TRP, la taille rase de précision.
Donc, à savoir que depuis à peu près 2011, on a commencé à travailler là-dessus. C'est avec mon père qu'on avait mis ça en place. Donc, en fait, on avait une problématique qui était qu'on ne trouvait pas de personnel pour venir tailler dans les vignes. On avait de plus en plus de problèmes de personnes pour venir tailler. Donc, on a cherché une alternative et ça a été la taille rase de précision. Donc, c'est-à-dire qu'on va passer l'après-tailleuse et ensuite après une taille rase, quoi, une autre machine. Donc là, maintenant, on a réussi à combiner les deux en un seul passage. Et ensuite, après, on repasse manuellement les sarments qui n'ont pas été coupés par la tailleuse. Donc là, l'avantage de ça, c'est que à l'époque, quand on faisait de la taille en guyot, il nous fallait à peu près 8 personnes pour tailler et ensuite, après, 3 personnes pour attacher. Maintenant, avec seulement 3 personnes, on arrive à couvrir les 60 hectares et à savoir qu'on ne rattache pas derrière le passage manuel de la tailleuse. Après le passage de la tailleuse, on ne repasse pas pour attacher. Donc, gain de temps aussi derrière. Voilà. Et ensuite, après, les gens peuvent avoir un a priori sur la taille rase, dans le sens où on peut imaginer qu'on perd en qualité, mais ce n'est pas forcément le cas. Nous, on s'est rendu compte qu'au final, on avait gardé la même qualité au niveau de la vendange, ce qui était important pour nous, surtout à l'époque, on était en cap particulier. Dans la troisième innovation, donc les couverts végétaux. Donc là, ça, c'est depuis 2017 qu'on a commencé. En fait, on a fait des profils de sol, on s'est rendu compte qu'on avait des problématiques. Donc, on a cherché plusieurs alternatives. On a commencé avec les engrais, etc. Et on s'est dit, pourquoi pas commencer à voir les couverts végétaux. Donc, au début, on a tâtonné pas mal. Et on s'est dit que ça serait pas mal de bien y réfléchir. Donc, effectivement, plus ça va, plus la date de semis est à peu près après les vendanges et la chute des feuilles. Et ensuite, après, selon les années, évidemment, on oublie 2020 qui malheureusement est une année de gel, mais on essaye de les garder le plus longtemps possible. Sur la période, on peut aller presque jusqu'à la fleur. La preuve, même cette année, on vient tout juste de les détruire et on est début floraison. Voilà. Donc, je pense qu'on va en parler un peu plus en détail. Donc, la photo d'après, la diapo d'après. Donc, voilà, alors les couverts, alors, c'est dans des vignes un peu différentes, mais c'est alors à savoir qu'on a semé la même chose dans toutes les parcelles. Donc, au début, ce qu'on faisait, on achetait des mélanges tout prêts. Maintenant, on fait nous-mêmes des mélanges parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'inconvénient des mélanges tout prêts, c'est que j'avais jamais le dosage que je voulais des proportions de graines. Ça coûte très cher. Et en plus, les dosages qui sont inscrits sur les sacs, malheureusement, on n'avait pas suffisamment de volume de végétation. Donc, ce qui fait que là, maintenant, par exemple, le couvert de cette année, je donne les dosages. Donc, on a mis 15 kg d'avoine à l'hectare, 7 kg de moutarde, ouais, merci Aurélie, 10 kg de veste, 2,5 kg de radis. Voilà, et là, on a semé un rang sur deux. Alors, pourquoi on a semé un rang sur deux? C'est parce qu'il y a un rang où on passe des compacteurs. Donc, et comme le semis, on le fait au mois de... Donc, cette année, on l'a mis le début octobre, tout juste, je crois que c'était vers le 2 ou 3 octobre, on a commencé. Et le décompacteur, on le fait un peu après. Et un an sur deux, on alterne. C'est-à-dire que cette année, on le fait sur les rangs impairs. L'année prochaine, on fera sur les rangs pairs. Et on tourne. Et on fait une rotation chaque année. C'est ce qu'on a prévu, voire dans le long terme, l'objectif, ça serait peut-être de faire tous les rangs. Mais bon, on va y venir au fur et à mesure, parce qu'il faut aussi que la vigne soit capable d'accepter tous ces changements, sachant que chaque année, on en apporte pas mal. Voilà, c'est vrai que donc, tout à l'heure, la diapo d'avant, les couverts, au début, on s'est un peu inquiété cette année parce qu'ils ont eu du mal à pousser, parce qu'il a manqué d'eau. D'habitude, en octobre, on a pas mal d'orages qu'on n'a pas eu cette année. Mais au final, ils ont fini par bien pousser. Et là, les dernières photos qu'on a fait, ça se voit pas très bien, mais en fait, le couvert avait pratiquement dépassé le cordon de vigne. Voilà. Donc, au début, c'est vrai qu'on a vu pas mal la moutarde. Puis après, la moutarde a fané et c'est la baisse qui a pris le dessus. Donc, voilà, le couvert assez intéressant. On a fait on a mesuré la biomasse. Grosso modo, avant qu'on la tonde, parce que là, vous voyez, le tracteur avait la tondeuse, on est arrivé sur 1 mètre carré, on l'a mesuré, on était à 1,5 kg
de biomasse. Donc, voilà, donc super intéressant. Par contre, on s'est rendu compte que plus on se met tôt, et plus le couvert était joli. Donc, voilà. À savoir aussi, autre information, c'est qu'on roule sur les couverts pendant l'hiver, puisque vu qu'on fait de la taille rase de précision, forcément, on roule dessus avec les engins. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons de détruire les couverts. La première, donc, c'est ce que vous avez vu avec la tondeuse. Et ensuite, après, on va faire un passage de disque. Donc là, vous les avez en photo pour finir de la restitution du couvert, puisque aussi l'objectif, c'est de pouvoir récupérer un maximum de matière organique des couverts, de tous les éléments qu'on peut récupérer des couverts. Voilà. Le diapo d'après, donc c'est le semoir. Donc ça, c'est le semoir qu'on a utilisé cette année. Mais on en a commandé un autre parce que l'inconvénient de ce semoir-là, vu qu'on utilise des diamètres de graines différentes, ben forcément, avec ces semoirs-là, ben, les mélanges ne sont pas complètement homogènes. Ce qui fait que là, on a acheté un semoir de la marque Siemens avec une soufflerie qui permet d'avoir un DAP et ce qui fait que tous les diamètres de graines vont pouvoir passer et donc on va avoir un semis beaucoup plus homogène. Parce que là, on s'est rendu compte, la difficulté, on va encore le modifier, ce couvert, c'est que l'inconvénient de la veste, ça apporte pas mal de biomasse, mais l'inconvénient, c'est qu'elle va sur le rang de vigne. Et nous, comme on est en agriculture biologique, eh ben, la veste, elle va s'enrouler autour des pieds. Et quand on va passer avec des outils d'intercept ou avec, par exemple, les épampres mécaniques, eh ben, ça va faire des tourbillons dans les outils, ça va poser quelques problèmes. Donc, on risque de changer et de rajouter peut-être de la févrole qu'on n'a pas mis cette année sur nos couverts à nous. Et la graine de févrole est beaucoup plus grosse que la graine, par exemple, d'avoine ou la graine de moutarde. Et donc, c'est pour ça qu'on veut changer, on change de sucre. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais aussi un petit peu. Donc voilà, la gestion du rang de vigne, c'est avec les intercepts, donc soit avec des disques moteurs, là, comme vous pouvez voir sur la photo, soit avec des lames, soit avec ce qu'on appelle les multipines, ce sont des épampres avec des fils qui vont tourner qui vont couper l'herbe et qui vont aussi enlever les pampres, donc les repousses. Donc voilà, donc c'est vrai que les couverts, il faut voir aussi ce qui peut s'adapter. Je pense qu'en conventionnel, c'est beaucoup plus pratique la veste, parce qu'avec du désherbant, on peut l'enlever, mais de façon mécanique, c'est un peu plus embêtant. Mais bon, c'est avec l'expérience qu'on se rend compte de ce qui va bien et ce qui va pas bien. Merci Émilie pour la présentation de ces pratiques, donc taille rase de précision, irrigation goutte à goutte enterré ou aérien et couverts végétaux. Donc là, est-ce qu'on peut faire ensemble un bilan un peu après ces quelques années d'expérience, un bilan sur les avantages et les inconvénients de ces pratiques? Donc, l'avantage de l'irrigation, donc à savoir que nous, en même temps, alors pratiquement en même temps qu'on a mis en place l'irrigation, parce qu'on l'a quasiment mis d'un seul coup en 2014, parce qu'en 2014, on a eu une grosse sécheresse chez nous, donc on s'est dépêché de mettre l'irrigation. Donc, à savoir que pour piloter l'irrigation, on a des tensiomètres qui nous permettent de nous dire à quel moment il faut allumer l'eau et à quel moment on peut l'éteindre aussi. Alors, c'est vrai, ça peut être dire, bah oui, il suffit de regarder quand il pleut et quand il ne pleut pas. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même assez pratique parce que même pour nous dire, ben voilà, peut-être passer à 12 heures au lieu de 24 heures. Voilà, c'est vrai que les tensiomètres nous aident bien aussi à économiser l'eau parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt de mettre trop d'eau et aussi parce qu'à certains stades de la ligne, il n'y en a pas forcément besoin. Donc voilà, donc, ça nous aide pas mal. Donc nous, l'avantage, comme je disais au début, c'est qu'on a tout d'un seul tenant. Donc j'ai juste 2 bornes de 30 mètres cubes qui irriguent tout le domaine. Et ensuite, malgré que c'est quand même un gros investissement, parce que c'est dans les alentours, on en a mis pratiquement 100 000 € d'investissement. Je pense qu'on l'a retrouvé pratiquement la première année. Parce que chez nous, le problème, c'est qu'à partir du mois de juin, juillet, les orages, on n'en a quasiment plus. Et c'est vrai qu'on a réussi à augmenter les rendements grâce à ça. L'inconvénient, c'est un peu ce que je vous disais, c'est que c'est énormément de travail, de mise en route, d'entretien, parce qu'il y a des animaux comme les lièvres qui aiment bien manger les goutteurs ou les fourmis.
Ou même, bon, moi, j'ai pas trop ce problème-là, mais ce qui arrive, c'est souvent, malheureusement, les chasseurs qui, des fois, tirent dans les gouttes à gouttes. Voilà. Et c'est vrai que nous, l'intérêt, on s'y retrouve un peu plus parce que le fait qu'on soit en bio, ça m'évite ce qu'on appelle un peu la salissure du rang de vigne avec l'herbe qui pousse trop rapidement. Mais bon, autant l'un que l'autre, l'intérêt et l'aérien ont leur avantage et leur inconvénient. Alors, sur la taille rase de précision, qu'est-ce que tu vois comme avantage, comme inconvénient? Alors, effectivement, un coût. Voilà, la tailleuse, effectivement, elle a un prix, mais elle s'amortit très, très rapidement parce que forcément, c'est des charges salariales en moins. Hein. Et puis, c'est du personnel qu'on n'a pas besoin forcément de surveiller, une machine. Donc, du temps, de gain de temps. Donc, maintenant, en 3 mois à 3, on arrive à tailler toute la propriété. Et aussi, l'avantage, là encore plus cette année, c'est qu'en fait, ça me permet de décaler aussi le moment où on commence à tailler. Vu qu'on va rapidement, on taille assez rapidement. Là, cette année, on l'a ressenti encore plus par rapport au gelé, parce que nous, sur l'exploitation, sur les 60 hectares, j'en parle même si ce n'est pas forcément le sujet, mais il y a 80% du domaine qui a été gelé. Et le fait de décaler le plus tard possible la taille, ça a permis à la vigne de redémarrer plus rapidement après la gelée. Et ça, on le voit cette année. Donc voilà, donc forcément, ça m'a baissé les charges salariales. La qualité de la vendange, en fait, on n'a pas baissé en qualité. Oui, donc la TRP, on n'a pas besoin non plus d'attacher les pieds, donc pas de releveur non plus, donc gain de temps aussi. Et donc, ça fait à peu près 15 ans qu'on est en taille rase de précision. Et la dernière vigne que j'ai arrachée, elle avait 65 ans, parce que les gens pensent que les vignes meurent plus rapidement, mais ce n'est pas forcément le cas non plus, puisque la dernière, elle avait 65 ans. Et si on l'arrachait, ce n'est pas parce qu'elle faisait plus de rendement, c'est parce que le palissage était en trop mauvais état. Donc voilà, c'est plus le palissage qui finit par pas tenir que forcément les vignes qui dépérissent. Voilà. Et alors, dernier inconvénient, je n'en ai pas. Et voilà, il n'y en avait pas dans le tableau. Dernier retour d'expérience, donc là c'est peut-être plus récent, la pratique des couverts végétaux. Donc qu'est-ce que tu vois comme avantage et quels éventuels inconvénients t'identifies? Et puis j'en profite aussi pour montrer un des tableaux avec les résultats en termes de pesée. Alors là c'est de la matière sèche en grammes par cadra, ça fait l'équivalent 1 tonne 7, 3 tonnes 8 de matière sèche par hectare, suivant les différentes modalités testées. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses, ces couverts végétaux pour l'instant? Quels avantages, quels inconvénients? Alors, le premier, de pourquoi on est passé aux couverts végétaux, c'est qu'on avait envie de relancer la vie microbienne du sol, on avait envie de relancer tout ça. Donc là, déjà, ça je pense qu'on commence à pas mal y arriver. Même si le profil de sol, c'est l'année prochaine, mais déjà, ce qu'on voit visuellement, c'est déjà beaucoup mieux. On sent que l'avenir résiste à pas mal de choses. Quand on écrit protéger le sol, c'est aussi, je pense, à 2019. 2019, nous, on a eu des chaleurs qui sont montées à facile plus de 40 degrés, 40-45 degrés. Et nous, on n'a pas brûlé en 2019 quand c'est arrivé. Comme en fait, on laisse les couverts un rang sur deux, on fait que les tondre. L'avantage, c'est que ça nous permet de rentrer plus facilement dans les parcelles les années où c'est très humide. Et aussi, ça permet de protéger et ça évite peut-être les réverbérations ou les excès de chaleur, donc de l'échaudage sur les graines. Donc ça, c'est un avantage. Et ensuite, l'avantage qu'a les couverts végétaux, c'est qu'effectivement, on a une restitution de matière organique. Ça, on le verra après, mais forcément, on a un taux de matière organique qui est de plus en plus intéressant sur le domaine. Et ça, c'est un gros avantage. La partie inconvénient, pour l'instant, j'en vois pas, à part qu'il faut effectivement adapter les semis, les graines, comme par exemple la veste, qui est pour moi quelque chose de fantastique, mais qui au final, plus ça va et moins ça s'adapte à nos façons de travailler. Donc peut-être changer avec la rôle du poids ou autre chose. Merci pour ce bilan, Émilie. Donc on va passer à une question suivante. On voudrait avoir un peu tes objectifs en matière d'agroécologie. Qu'est-ce que tu as comme objectif à court et moyen terme et avec quel levier pour les réaliser? Alors, donc l'objectif, nous, comme on est en bio, moi, ça fait longtemps qu'on veut y travailler dessus, c'est qu'on veut baisser nos dosages de cuivre. Ça, c'est très important parce que forcément, le fait qu'on n'utilise pas mal de cuivre, j'ai peur qu'on rende les sols trop toxiques et qu'après, ça fasse l'effet inverse de ce qu'on essaye de faire en étant en bio.
Donc, c'est ce que… Oui, excusez-moi, je passe un peu. Donc, c'est vrai qu'on a eu 2019 où on n'a fait que 7 passages parce que l'année, le climat était propice pour nous. Donc, on a utilisé très, très peu de cuivre. Contre 2018-2020, très forte pression maladie. On a fait 17 passages. On a réussi à ne pas dépasser les dosages autorisés parce que c'est quand même l'objectif de ne pas dépasser les 4 kilos, mais on n'en était quand même pas très loin. Donc voilà, ce qu'on va arriver, c'est trouver des solutions alternatives au cuivre avec plusieurs méthodes, comme par exemple, tu le mettais dans la diapo d'avant, avec par exemple, pourquoi pas les thés de compost oxygénés. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on veut essayer. Mais bon, malheureusement, cette année, on commence nos recherches, on essaye de mettre certaines choses en place, mais on n'a pas suffisamment de recul pour voir si vraiment c'est intéressant ou pas. Mais de ce qu'on voit les autres, ça a l'air d'être pas mal. Voilà. Alors maintenant, on se projette un peu. Est-ce que tu peux nous parler de tes objectifs pour les prochaines années? Alors cette fois-ci, à l'échelle de toute l'exploitation, quels sont les points que tu veux aborder? Ouais, donc nous, ce qui serait important, c'est qu'il faut qu'on arrive à stabiliser nos rendements. En fait, c'est vraiment c'est quelque chose de très important et je pense que ça va se voir sur le schéma. Donc, en fait, on a des très, très grosses variations qui sont trop en fait, importantes. Donc, par exemple, en 2015, parce qu'en 2014, on a mis l'irrigation, mais bon, on l'a mis un peu tard. 2015, très belle année. C'est la plus grosse année, même dans les années mon père, il n'était jamais arrivé à faire pratiquement 7000 hectos. L'année d'après, on a fait pas 2 fois moins, mais on a perdu 3000 hectos. L'année qui a suivi, et ça fait trop de vagues. Et ces problèmes de vagues, ça se répercute sur la trésorerie et forcément sur les différents investissements qu'on veut faire. Donc, c'est vrai que la stabilisation du rendement, c'est quelque chose de très important. Malheureusement, il y a des années, et ce n'est pas que dû à la fertilité des sols, c'est aussi dû, par exemple, au climat, avec, par exemple, le MIDIO en 2018. C'était notre vraie première année en bio, on l'a bien senti. C'est vrai que le fait d'être en bio, on prend des très gros risques au niveau des maladies. Après, c'est vrai qu'on s'est un petit peu plus amélioré en 2020, mais bon, ça n'empêche que, voilà, on aimerait arriver à un peu stabiliser tous ces problèmes-là dus au rendement. Alors, le deuxième objectif, ouais, tu m'avais dit augmenter la vie microbienne du sol pour avoir un sol plus vivant. Je te mets la diapo. Oui. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Donc, en fait, comme vous pouvez le voir, on a un taux de matière organique pour notre secteur qui est plutôt bien. En fait, même on est supérieur puisqu'on a 18-27 et que la moyenne, c'est entre 10 et 15. Donc, on est plutôt très bien parce que depuis quelques années, on est passé aux engrais organiques depuis 2012 à peu près. Donc, ça c'est quelque chose, on en est assez fiers parce que c'est pas facile. C'est plus facile de les perdre que de les gagner. Par contre, nous, on a une grosse problématique, c'est surtout l'activité biologique qui est extrêmement faible. Donc ça, c'est vraiment notre objectif, c'est d'arriver à remonter et être dans le vert au lieu de rester dans le rouge, ça c'est sûr. Donc, on passe par les couverts végétaux, on passe par plusieurs façons de travailler, c'est-à-dire qu'on a réduit aussi tout ce qui était travail du sol durant de vigne. On est passé sur d'autres styles d'outils. Donc, voilà, ça, c'est vraiment un des objectifs les plus importants parce que si le sol va bien, forcément, tout le reste, la vigne va aller mieux, peut-être qu'elle sera moins sensible à certaines maladies. Donc, voilà, et ça, peut-être, ça nous aidera à stabiliser nos rendements. Donc, voilà, ça, c'est l'objectif numéro 2. C'est d'arriver à remonter cette activité biologique. Et donc, le troisième objectif que tu avais formulé quand on en a discuté, c'était d'améliorer la conduite des couverts végétaux. Alors, est-ce que tu peux là aussi expliquer un peu pourquoi et sur quel point particulièrement? Oui, parce qu'en fait, on aimerait, dans l'objectif, c'est arrêter d'apporter des engrais, même les engrais organiques, ou d'en apporter peut-être qu'un an sur 2, et qu'en fait, les couverts végétaux, en fait, ils font leur travail, qui servent d'engrais verts. Voilà, pardon, excusez-moi. Que les différents couverts qu'on apporte ils soient suffisamment touffus et importants pour qu'ils puissent remplacer peut-être un an sur 2 les engrais. Donc, parce qu'à l'heure actuelle, on utilise plusieurs méthodes de fertilisation. Donc, effectivement, il y a les amendements qu'on met en automne, mais il y a aussi tout ce qui est les acides humiques qu'on met aussi dans le goutte à goutte. On a aussi pas mal de produits qu'on utilise en foliaire et tout ça, ça a un coût. Effectivement, il y a une répercussion. C'est pour ça qu'on arrive à faire des jolis rendements malgré qu'on soit en bio.
Là, cette année, on a rajouté tout ce qui était les purins d'ortie, les purins de prêle. Et là, pour le coup, on en est quand même super content parce que la vigne, après le coup qu'elle a eu, elle a très, très bien redémarré. Peut-être aussi que toutes les choses qu'on a mis en place cette année, ça a un effet très positif parce que malgré que j'ai 80% du domaine qui a gelé à 100%, toutes les vignes ont redémarré et elles ont redémarré avec des grappes. Et ça, c'est super important. Donc, c'est vrai que les couverts végétaux, je pense qu'au fur et à mesure, la vigne, ça doit bien l'aider aussi à redémarrer, je pense. Voilà. Alors, toujours après, sur l'amélioration de la conduite des couverts, qu'est-ce qu'il y a comme enjeu aussi pour toi? Donc là, c'est un outil qu'on a essayé cette année, qu'on a trouvé super intéressant. Donc, c'est la tondeuse, c'est une tondeuse qui permet de pailler le rang de vigne. Ça, c'est super intéressant parce qu'on s'est dit que ça pouvait aussi localiser la matière organique à un endroit et aussi ça pouvait étouffer les herbes, donc nous éviter des passages de travail du sol sur le rang de vigne. Le seul chose un peu inconvéniente, c'est qu'il faut qu'effectivement les couverts végétaux soient très importants pour qu'on mette suffisamment de matière sur le rang de vigne. Mais c'est un outil, je pense, à réfléchir où au final, c'est à nous de nous améliorer sur peut-être la date de semis plus précoce et peut-être voir d'autres variétés de graines à mettre pour augmenter ce volume. Voilà. Donc finalement, sur les couverts aujourd'hui, quelles questions tu te poses en particulier et pourquoi? Alors en fait, la question que se pose, c'est où on va pouvoir on sait où trouver les semences, mais on est en train de réfléchir de peut-être voir avec des voisins qui sont céréaliers, qui mettent eux-mêmes des variétés de graines que j'aurais besoin. Comme ça, moi, je sais où aller les chercher. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et aussi de pouvoir voir quel type, peut-être changer un petit peu les variétés qu'on utilise. Comme je disais, peut-être enlever la baisse et mettre autre chose. Pouvoir réduire sur la fertilisation organique et me servir essentiellement des couverts végétaux. Et développement de la faune, c'est-à-dire voir si on a plus de vers de terre, voir si on a plus d'insectes. Bon, après, on s'en aperçoit au fur et à mesure, mais voilà, c'est vrai qu'on se pose si tous les micro-organismes qu'il y a dans le sol, si au fur et à mesure, eux, ils peuvent aussi apporter quelque chose au sol et donc indirectement à la vigne, quoi. Et qu'elle arrive à se débrouiller un petit peu toute seule, quoi. Merci. Donc, Émilie et moi, on s'est rencontrés à l'occasion du lancement d'un projet de recherche qui est piloté par l'IFV, l'Institut français de la vigne et du vin, le groupe Fraissinet via le Club Autentis. Et donc, Émilie, elle fait partie des viticulteurs qui ont accepté de participer à ce réseau, puisque le projet Resamo-Viti, ça veut dire réseau d'acquisition, de référence et d'accompagnement des pratiques d'amélioration de la matière organique des sols viticoles. Vous comprenez l'acronyme complet. Et donc, nous, Supagro, on travaille avec ce collectif et ses viticulteurs pour évaluer la pertinence de 2 leviers d'action, donc l'apport de matière organique au sol via des amendements et puis l'apport de restitution organique via les couverts végétaux. Donc, voilà, pour resituer un peu le contexte de notre collaboration, la petite particularité du projet, c'est qu'il a l'ambition de mettre en place des expérimentations en conditions de production réelles, donc par exemple dans les parcelles d'Émilie, qu'il implique dès la conception les vignerons, notamment dans la recherche des semences, dans les méthodes de destruction ou de semis d'ailleurs, et puis qu'il constitue un réseau de partage et d'échange tout au long du projet. Donc là, on est au tout début. Donc moi, je suis très enthousiaste à l'idée de ce projet. J'aimerais bien avoir, toi, ton avis, Émilie, pourquoi c'est intéressant pour une viticultrice de s'engager dans une telle démarche? Ça va nous permettre de voir si ce qu'on fait, ça a un intérêt. Parce que bon, c'est vrai que des fois, en tant que viticulteur, on a un peu la tête dans le guidon et on oublie peut-être de prendre le temps de complètement observer réellement les impacts que ça a sur les sols. Et c'est vrai qu'au final, vous allez faire un petit peu notre travail, au final, de vraiment observer, de voir comment les sols vont réagir, la vigne aussi, comment elle va réagir. Voilà, donc c'est vrai que ça, c'est super intéressant pour nous. Voilà. Ok, merci. Et on termine avec une dernière question.
Donc, tu nous as présenté et tu en as dressé le bilan, 3 leviers pour réaliser tes objectifs de production. Est-ce qu'il n'y a pas un peu des interactions entre ces leviers? Irrigation, gestion des couverts, taille mécanique? Qu'est-ce que tu peux nous en dire et comment tu pilotes ça à l'échelle de ton exploitation? Oui, en fait, au final, tout est un peu lié. Parce que, par exemple, l'irrigation, si je pars du début de la campagne, c'est-à-dire après les vendages, la taille, donc la taille, ça me permet de lancer ma récolte, en fait. Mais par exemple, j'ai aussi besoin de l'irrigation pour alimenter la vigne, parce que vu que je la manque, que je suis dans le sud. Donc, j'ai besoin aussi de l'irrigation, mais j'ai aussi besoin de fertilisation. Donc, en fait, tout est lié l'un dans l'autre. Comme par exemple, le fait d'avoir des couverts végétaux, ça me crée des canaux pour que l'eau s'infiltre mieux. Donc, au final, le goutte à goutte, tout est, la vigne arrive à tout capter. Même si au final, l'herbe, elle en prend aussi un petit peu, vu qu'on va la broyer, on la restitue au sol. Donc, en fait, tout est lié pour pouvoir faire en sorte que le sol et la plante et la vigne, tout ça puisse vivre ensemble. Donc, moi, au final, je ne prends plus l'herbe comme une concurrence à la vigne en me disant, oh là là, j'ai de l'herbe, c'est catastrophique, la vigne va mourir. Au contraire, je me dis, super, j'ai de l'herbe, comme ça, la vigne pourrait être en meilleure santé, pour avoir les éléments qu'elle a besoin. Voilà, maintenant, j'angoisse plus comme certains viticulteurs qui sont en train de se dire, oh là, c'est catastrophique, il y a de l'herbe dans les vignes. Au contraire, moi, je suis plutôt fière d'avoir de l'herbe dans les vignes, quoi. Donc, voilà, j'ai un peu changé, mais on a changé pas mal de méthodes. Et en tout cas, pour l'instant, on se rend compte quand même que ça marche plutôt bien, quoi. Eh bien, je te remercie beaucoup, Émilie, pour tes réponses. Je propose peut-être qu'on passe au temps de questions. Je vais arrêter le partage d'écran, vous voulez bien? Ouais, ouais, ça sera mieux. Merci beaucoup, Émilie et Aurélie, pour ce témoignage très, très intéressant. Donc, il y a déjà quelques questions dans le chat, la partie Q&R, mais vous pouvez continuer à en poser si vous voulez. Donc, la première question, voilà. Tu as commencé, Émilie, à y répondre un tout petit peu. C'est la question de la problématique de l'équilibre, du compromis entre le couvert et le déficit hydrique. Est-ce que le couvert, ça ne va pas trop pomper d'eau et est-ce que, alors tu vas nous répondre j'ai l'irrigation, mais voilà, est-ce que tu peux un peu plus nous dire comment vous gérez ces équilibres? Alors, en fait, ça va dépendre de l'année. Par exemple, si je prends cette année, on va les détruire complètement entièrement les couverts. Par exemple, là, c'est ce qu'on est en train de faire parce qu'effectivement, on commence à manquer d'eau. Donc là, je vais les détruire en totalité. C'est-à-dire, je vais passer la tondeuse. Je vais attendre quelques jours parce que quand l'herbe est trop fraîche, après, c'est compliqué de travailler derrière. Et ensuite, je vais passer les disques. Donc là, je vais complètement travailler les sols. Par exemple, je prends l'exemple de 2018 ou 2020. Au contraire, j'étais plutôt contente d'avoir tous les rangs, même carrément emmerdés. Puisqu'il y a un côté où on a des découverts végétaux et l'autre l'enherbement naturel aussi. Et là, pour le coup, ça m'a arrangé parce que l'eau a absorbé l'excédent d'eau qu'on avait au mois de avril, mai, juin, où là, carrément, on avait carrément les parcelles qui étaient inondées tellement qu'il pleuvait. Moi, l'avantage, c'est que j'ai pu rentrer dans toutes mes parcelles grâce à ça. Que certains voisins n'arrivaient pas du tout à rentrer parce qu'ils avaient travaillé les sols. Donc, c'est vrai qu'en fait, je m'adapte en fonction du climat. C'est-à-dire, cette année, il n'y a pas assez d'eau, je vais les détruire complètement. Les années où, au final, j'ai trop d'eau, je vais les laisser pour qu'elles puissent faire la différence et que moi, je puisse continuer à rentrer dans mes vignes. Voilà. D'accord. J'avais du coup une question complémentaire que je glisse là. C'était, moi, je m'interrogeais sur pourquoi des couverts annuels, pourquoi vous les ressemez chaque année et pourquoi vous les détruisez surtout. Et du coup, je comprends, est-ce que c'est la principale raison? En fait, je comprends que justement, si vous les laissiez, ça ferait trop de concurrence vis-à-vis de la vigne. Oui, c'est ça. Après, j'avoue que ça fait un moment qu'on est en train de réfléchir à mettre des couverts qui se ressèment automatiquement et qui sèchent en été. Ça, on y a pensé aussi. Et là, plus on est en train d'y réfléchir pour plutôt les mettre sur le rang de vigne. C'est juste la méthode de comment on va les mettre, qu'on se pose pas mal de questions. Mais effectivement, ça serait une très, très belle alternative. Et là, on est vraiment en train d'y réfléchir très sérieusement. On a plus ou moins trouvé. Mais ça fait partie des pistes d'amélioration. C'est vrai que j'en ai parlé avec Aurélie. Mais c'est vrai que d'enherber le rang de vigne, ça m'éviterait de passer forcément les intercepts. Voilà, et ça m'éviterait du travail en plus. Donc oui, on a déjà un peu réfléchi à ce qu'on voulait mettre comme des trèfles rampants, etc., qui ne prennent pas beaucoup de concurrence, qui sèchent en été et qui évitent, par exemple, les herbes qu'on aime moins, comme par exemple les érigérons qu'on n'apprécie pas qu'ils y soient, parce que le problème de ces plantes-là, elles vont monter dans les souches.
au niveau de la végétation et qu'on ne va pas le faire avec la machine à vendanger, ça va rentrer dans la vendange et là, par contre, ça va donner des mauvais goûts au vin, etc. Donc, oui, c'est vrai que ce genre de choses, on est en train d'y réfléchir. C'est juste qu'on y va par étapes. Ouais, ça sera pour le prochain webinaire. J'ai une autre question à propos de la gestion d'irrigation. Est-ce que vous avez l'autorisation d'irriguer toute l'année? Est-ce que vous avez des programmes d'irrigation qui sont différents entre les parcelles, les cépages, les cuvées? Enfin, comment vous gérez finalement? Ah oui, j'ai un programme à t'arracher les cheveux. Comme un coup, j'ai 22 bornes en fait, grosso modo, que j'allume. Donc, je peux les piloter chacune. Je ne mets pas forcément le même programme en fonction des années, par exemple, et je fractionne. Je n'apporte pas la totalité de l'eau que je veux dans la semaine, je la fractionne en plusieurs fois, c'est-à-dire 2 fois. C'est le maximum que je puisse faire, parce que j'ai quand même plusieurs parcelles. Et je fractionne en fonction de si le goutte à goutte est enterré ou si le goutte à goutte est aérien. Après, au niveau des cuvées, non, je ne vais pas jusque-là, mais systématiquement, on adapte aussi. Après, on n'adapte pas tant que ça parce que j'ai quasiment le même type de sol partout, à quelque chose près. Donc, en fait, on s'est rendu compte que toutes, elles avaient besoin de la même chose. Et ensuite, après, on se fixe au tensiomètre, mais aussi à la végétation. C'est-à-dire, je ne m'arrête pas juste à ce qu'on voit au niveau du sol, on regarde aussi comment elle réagit, elle aussi, au niveau de la végétation. D'accord. Et vous avez un volume d'eau maximum ou comment ça se passe? Oui. Ouais. Ouais, je peux pas, à un moment donné, je peux pas. C'est pas que j'ai pas un volume d'eau maximum, c'est juste qu'à un moment donné, mais mon installation a ses limites, elle, de toute façon. Donc, le maximum, c'est que je peux amener jusqu'à 7 mm non, 7 mm par semaine. D'accord. Voilà, par hectare. Ok. Voilà. Et ensuite, l'autre question, excusez-moi, c'était toute l'année, oui, non. Non, je ne peux pas amener toute l'année, à partir de quel doute il faut arrêter. D'accord. Voilà, les arrêtés préfectoraux. Ok. Alors ensuite, j'ai des questions sur le choix des mélanges, là, des espèces en fait découvertes. Pourquoi vous avez choisi ces espèces-là? Pourquoi plusieurs espèces en mélange? Et pourquoi ces espèces-là? Et comment vous avez déterminé les proportions, par exemple, que vous nous avez présentées là? Voilà, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ça? Bon, alors, j'avoue, au début, on l'a un peu fait à tâtons. Mmh. Parce qu'il faut essayer à un moment donné. Au début, on prenait les mélanges déjà tout prêts. Et puis, on s'est rendu compte que les mélanges, il n'y en avait pas suffisamment. Donc, on avait découvert qu'ils étaient trop chétifs. Donc, c'est pour ça qu'on a fait nous-mêmes les mélanges. Donc, on les achète séparément. Déjà, ça coûte moins cher. C'est du simple au double. Et ensuite, après, j'ai passé pas mal de temps à lire des articles sur ce que chaque espèce apportait. Par exemple, les graminées, ça va avoir un effet plus structurant. C'est ce que je cherchais aussi. La veste, c'est surtout pour les légumineuses, c'était pour la partie azotée. La moutarde, c'est qu'elle a des pivots qui permettent de descendre. Les radis, c'était un peu pareil, parce que moi, j'avais besoin que quand il pleuve, que le maximum d'eau s'infiltre au niveau du sol. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est parti là-dessus pas mal. Et ensuite, après, au niveau des dosages, on est parti sur les dosages aussi indiqués par les fournisseurs. Et encore, je pense qu'il faut encore le modifier encore, c'est-à-dire augmenter le dosage. Moi, je pense qu'il est encore trop léger. Donc, voilà, c'est vrai qu'on le fait un petit peu tous les ans, on l'améliore en fait, tout simplement. D'accord. Si je peux y apporter juste un complément Ouais. à ce que dit Émilie, effectivement, là, il y a 3 familles légumineuses, graminées et crucifères, avec des services attendus différents. Et puis, il y a aussi l'idée de maximiser les chances que le couvert se développe. Parce que réussir un semis, c'est pas évident. Et quelquefois, il y a des graines qui prennent plus ou moins bien. Donc là, en augmentant le nombre d'espèces, on maximise les chances d'avoir au final un peu de biomasse en sortie d'hiver. Il y a aussi cet aspect-là qui est important. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près le coût par hectare auquel ça vous revient, si vous avez une idée, de l'achat des semences, l'entretien du couvert et sa destruction, du coup, en comparaison la question derrière, si je comprends bien, c'est finalement tout ça a un coût. Est-ce que vous vous y retrouvez? Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous donner une idée du coût, si jamais vous pouvez, et comment finalement vous vous y retrouvez?
Alors, grosso modo, il faut compter pour les couverts, pour les graines, à peu près une soixantaine d'euros par hectare. Parce que moi, j'en ai donc un rang sur deux. Je pense que c'est à peu près ça, entre les 60 euros, je ne pense pas me tromper. Ensuite, j'avoue que malheureusement, on ne compte pas nos heures et c'est un peu ça qui est dommage. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est un coût, hein, tout ça. Le passage du tracteur, le gasoil, les outils aussi. Bon, Ouais. je pense qu'il faut bien compter. Je pense qu'il faut bien compter une centaine d'euros de plus à l'hectare, facile, hein, sans problème. Et après, ça va dépendre des années. Parce que l'année dernière, hein, comme il n'a plus beaucoup, qu'on a fait que tondre, on a fait au moins 3 passages de tonde, parce qu'elle avait se redémarrer, en fait, systématiquement. Donc, ça, c'était bien aussi, parce que ça permettait de réalimenter encore. Donc, forcément, c'est un petit peu plus cher. Mais indirectement, oui, on s'y retrouve, puisque de toute façon, on ne peut pas le voir sur une année, c'est pas possible. Je pense que c'est 3-4 années avant de dire ça peut être intéressant. Moi, je discutais avec pas mal de viticulteurs qui le font depuis des années. Ils commencent à voir vraiment les effets extrêmement positifs des couverts au bout de 4-5 années, vraiment, quoi, avec des couverts qui sont réussis chaque année. Nous, malheureusement, on n'a pas eu que des couverts très réussis chaque année. Parce qu'aussi on expérimente et que un peu malheureusement dans la région on n'est pas très nombreux, donc forcément on ne peut pas se donner encore des solutions. On fait un peu partie des premiers en tout cas sur la commune, on est les premiers. Donc voilà, c'est vrai que on tâtonne un peu pour les voisins. Mais voilà, après c'est vrai qu'on se retrouve dans le sens que par exemple l'année dernière, le fait de pouvoir rentrer dans les parcelles, juste ça, le pouvoir de pouvoir traiter les lignes quand il fallait à tel moment, je pense que juste ça, c'était un gros avantage du couvert, quoi. Après, la partie augmentation de la matière organique, de la fertilisation, etc., je pense que ça sera avec des années qu'on s'en rendra réellement compte, quoi. D'accord. J'ai encore des questions sur les couverts. Il y en a deux, peut-être que je peux poser en même temps. La première, c'est pourquoi ne pas avoir privilégié l'enherbement naturel maîtrisé? Vous avez dit que parfois vous l'aviez et donc finalement vous avez quand même fait un autre choix. Donc voilà pourquoi. Et il y a une autre question en même temps qui est pourquoi un rang sur deux et le décompacteur sur l'autre? Les racines de radis ne suffisent pas à décompacter. Alors, en fait, on l'a fait au début. On a fait les couverts, les enherbements naturels. On a commencé par ça au début. Sauf qu'en fait, moi, j'ai beaucoup de chiens dents, énormément de chiens dents. Et là, par contre, ça prend énormément d'eau, beaucoup plus que les couverts classiques, les couverts végétaux qu'on a à l'heure actuelle. Donc, en fait, au début, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, vu que ces graines sont déjà dans le sol, ça va pas du tout, ça va nous rien coûter du tout et on va le laisser faire. C'est ce qu'on a fait. Et en fait, on a eu l'effet inverse. C'est que là, par contre, ça a pris beaucoup trop d'eau. Ça n'a pas du tout l'effet qu'on voulait. Donc, c'est pour ça qu'on a généralisé, qu'on a fait. Au début, on faisait juste 10 hectares et après tout le reste, on mettait un enherbement naturel et on est passé aux couverts végétaux parce que le chien dent, c'était pas possible de tout laisser et puis c'est pas facile à détruire non plus. Donc voilà pourquoi on l'a fait. Le décompactage, pourquoi on fait un rang sur deux? Tout simplement, si on faisait tous les rangs, j'ai peur qu'on coupe trop de racines et que là, on perturbe trop la vigne. Donc voilà pourquoi on alterne. Et je pense que pour l'instant, les radis, ils sont pas capables d'arriver à faire le travail du décompacteur parce que ça, c'est un petit peu les limites du bio aussi, c'est qu'on fait quand même énormément d'interventions au niveau du tracteur, on fait beaucoup de passages, donc forcément on compacte beaucoup, ça c'est l'inconvénient, hein, pour le dire. Et donc, je pense que les couverts vont mettre très longtemps avant d'arriver à faire le travail du décompacteur. Et puis en plus, moi, comme je vous l'ai montré, j'ai des sols sablonneux, limoneux, donc forcément, c'est des sols qui se bloquent naturellement, quoi. Voilà. D'accord. Alors, j'ai une autre question sur les ravageurs. Vous avez dit que vous aviez des ravageurs là qui vous embêtaient pour l'irrigation en particulier. Est-ce que vous pratiquez quelque chose pour maîtriser ces ravageurs et en particulier, est-ce que vous avez des méthodes biologiques pour les maîtriser? Malheureusement, non. Bon. Non. Non, parce que, en fait, alors oui et non, c'est qu'on est en train d'y réfléchir. On s'est rendu compte que, par exemple, dans le goutte à goutte enterré, ce sont les fourmis, soi-disant, qui viennent manger les membranes des goutteurs. Et donc, en fait, c'est ces membranes qui permettent de faire cet effet de goutte à goutte où l'eau tombe doucement au lieu que ça fasse un jet d'eau, quoi. Et donc, elles vont manger cette membrane et donc, forcément, ça fait des grosses fuites.
Donc, en fait, ce qu'on se disait, c'est qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait un cycle, les années où les hivers, il ne pleuvait pas, et ben, ils allaient chercher l'eau dans la suite des tuyaux qui pouvaient rester. Donc, en fait, on s'est dit, dans l'hiver, tant pis, on va irriguer un petit peu. Comme ça, ils auront un petit peu d'eau, les fourmis, et elles n'iront peut-être pas manger les membranes. Donc, ça, c'est pour la goutte à goutte intérêt. L'aérien, là, c'est plus les lièvres. Et là, à part les chasseurs, je vais voir une autre. Donc, mais bon, en même temps, je les aime bien, mes petits lièvres. Donc, c'est de bonnes guerres. Sinon, ce qu'on a mis en place cette année, c'est qu'on a mis des bassines pour qu'ils aillent boire ailleurs, autre que dans les goûteurs. Voilà. D'accord. Alors, j'ai encore 2 questions techniques un peu différentes. Peut-être sur les ravageurs, Marie-Hélène, Ouais. je pense que dans la question, il y avait les ravageurs de la vigne. Je pense qu'il fallait. Ouais, Est-ce que voilà. vous avez des méthodes biologiques? Qu'est-ce que vous utilisez quand vous avez des problèmes de ravageurs de la vigne? Voilà, c'était ça que je voulais oui, poser. oui, par contre, oui. Non, mais comme c'était l'irrigation, je pensais que c'était rien que l'irrigation. Ah oui, j'ai des ravageurs de la vigne, oui, j'ai le papillon de verre de grappe. Là, on met la confusion sexuelle partout, ça marche très, très bien. Voilà, ça, on en est très content. Et ensuite, après, il y a le citadelle de la flavescence dorée. Et là, bon, malheureusement, on est obligé d'utiliser le pierre vert, qui est un insecticide naturel, pour lutter contre la citadelle. Voilà. Ok. Et est-ce que en fait, l'utilisation des nouvelles pratiques, là, les pratiques innovantes que vous nous avez montrées, la taille rase, l'irrigation et les couverts, est-ce que ça a joué sur ces bioagresseurs ou la manière de gérer ces bioagresseurs? Non. Non, d'accord. Non, mais Non, c'est en fait, si, il y en a un quand même, si, parce qu'on n'en a pas parlé. Par exemple, il y a les, comment ça s'appelle, les escargots qui devenaient une problématique, chez nous en tout cas. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que tant qu'il y avait les couverts, les escargots étaient dans les couverts et pas sur les bourgeons, parce que les escargots, on dirait pas comme ça, mais c'est extrêmement vorace. Et ça mange forcément les bourgeons, et dans les bourgeons, il y a les grappes, il y a les feuilles, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Et effectivement, on s'est rendu compte que dès le moment où on détruisait les couverts, ils allaient sur les pieds de vigne. Donc c'est pour ça aussi que maintenant, on tarde le plus tard possible pour les détruire, parce qu'après, on arrive à un stade où la vigne, elle a suffisamment de végétation, il fait plus chaud, donc les escargots se déplacent moins. Donc voilà, c'est le seul truc que je vois où je peux donner quelque chose de positif. d'accord. Et j'ai une question sur la taille. Concernant la taille rase, est-ce qu'il y a un impact sur la végétation autour des grappes, notamment une fermeture de la canopée autour des grappes et peut-être un microclimat plus humide? Et est-ce qu'il y a derrière un ajustement des travaux en verre? Alors moi, je pratique maintenant les travaux en verre, tout simplement parce que j'ai un objectif de rendement à 90 hecto-hectares, parce qu'on a 22 pays d'oc, mais certains, je sais dans certains secteurs, ils le font, mais pas en taille rase, parce que la taille rase est autorisée dans certains cahiers des charges et pas dans d'autres. Donc forcément, les gens qui font de la taille en verre, ils font pas de la taille rase. Donc voilà. Après, effectivement, ça augmente le volume de végétation. Mais nous, c'est un intérêt chez nous parce qu'en fait, effectivement, les grappes sont beaucoup plus protégées du soleil et donc ça évite des problèmes d'échaudage. Voilà. Par contre, effectivement, par rapport à la pulvérisation, il faut avoir quand même des pulvérisateurs avec une bonne ventilation pour que le produit puisse rentrer à l'intérieur de la végétation, pouvoir couvrir les grappes et les feuilles. Et nous, en bio, c'est indispensable parce que comme c'est que des produits de contact systématiquement qu'on utilise, donc voilà. Mais après, c'est des adaptations qu'on fait et forcément, on est là, c'est de la pulvérisation face par face. Voilà. Et juste sur ce point, si je puis me permettre, Marie-Hélène, Oui. le fait d'avoir plus de végétation plus dense, peut-être du fait de la taille rase, tu n'as pas vu des conséquences en termes de sévérité des maladies typoïdium, mildiou, un microclimat plus humide, etc. En relation avec la question précédente, les effets de ces pratiques sur les bioagresseurs finalement. Tu n'as pas observé ça spécialement? Non. Depuis le temps qu'on utilise, autant qu'on est en conventionnel qu'en bio, en fait, au final, non, ça me pose pas plus de problèmes du tout. Et en plus, au final, nous, on s'est amélioré au final sur les dates d'intervention, puisqu'on s'est équipé parce qu'on aime bien les nouvelles technologies aussi. On utilise pas mal de modèles, on a une station météo connectée, on a mis des feuilles d'humectation. Donc, c'est vrai qu'on s'est bien équipé pour être le plus performant possible et d'y aller vraiment aux bonnes dates
qu'elle en a besoin. Par contre, effectivement, le fait qu'il y ait plus de végétation et que moi, je n'ai pas les releveurs, donc qui bloquent, on passe les simeuses plus tôt et plus souvent. Voilà, mais ça me prend toujours quand même moins de temps que de le faire à la main. D'accord. Sur les questions d'alternatives au cuivre, vous avez dit effectivement que vous vouliez un peu changer et ça. Est-ce que vous allez trouver de l'accompagnement qui peut vous accompagner sur ces questions d'alternatives? Et puis un peu plus globalement, finalement, par rapport aux innovations là, que vous avez déjà mises en place ou que vous souhaitez mettre en place, est-ce que vous avez un accompagnement particulier? Alors, oui et non. Je sais qu'il existe des formations sur certaines choses, mais elles sont pas vers chez nous, donc on est obligé d'aller les chercher assez loin. Et là, c'est vrai qu'avec le Covid, ça a été un peu compliqué cette année. Mais oui, il existe certaines personnes qui, même carrément des viticulteurs, qui ont mis en place des formations sur ces méthodes-là, ces pratiques-là. Nous, c'est vrai que le cuivre, ça fait dès le départ, quand on est passé en bio, c'était quelque chose que on est parti sur la réduction très rapidement. Voilà, en utilisant plusieurs types de produits différents. Comme là, le purin d'ortie, la prêle, etc. Et tout, c'est que ça a des avantages, pas qu'au niveau des maladies, mais aussi nutritionnels. Donc, c'était vraiment super intéressant. Donc, oui, on utilise de plus en plus de choses pour pouvoir réduire. Même l'objectif, ça serait carrément de quasiment les enlever, mais pour l'instant, on n'en est pas capable. Quoi. Voilà. Et puis, parce que aussi, il faut penser c'est un système économique, que le but à la fin, c'est quand même de gagner de l'argent et donc forcément faire une récolte. Quoi. Voilà. D'accord. Merci. Ouais. Juste une question pour compléter. Quelle est la position de la COP par rapport à toutes ces innovations? Parce que je sais qu'il y a des coopératives qui ont des services agro un peu développés. Est-ce que la vôtre pousse ça, vous appuie? Est-ce qu'il y a des groupes d'échange au sein de la COP sur ces innovations-là? Oui, complètement, bien sûr. En fait, par exemple, la confusion sexuelle, ça c'est quelque chose, nous on l'a mis en place, mais la coopérative, elle suit les viticulteurs qui mettent ce genre de choses en place. Par exemple, quand ils ont commencé à lancer ça, il n'y avait même pas 50 hectares. Là, sur les 3000 hectares à la coopérative, il y en a 900 hectares qui sont en confusion sexuelle. Les couverts végétaux, ils font des formations là-dessus. Alors maintenant, effectivement, ils se servent un peu de ce qu'on a mis en place, des erreurs qu'on a fait, les choses qui marchent bien pour le proposer à d'autres viticulteurs. Voilà, il y a plein de choses comme par exemple l'agriculture biologique. On a un groupe sur les coopérateurs qui sont en bio et on s'échange des méthodes sur ce qu'on est en train de mettre en place, les outils qu'on achète, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc ça, c'est vrai que c'est super intéressant, ça nous permet de progresser ou même de nous poser des questions. Quoi. Et ça c'est vraiment super. Ça, c'est le gros avantage aussi d'être à la coopérative qu'on n'avait pas quand on était à la particulière, c'est que j'échange beaucoup plus avec d'autres viticulteurs. Quoi. Ok. Merci. Et donc, peut-être dernière question. Sur les photos, on a vu que vous étiez dans des paysages assez dominés par la vigne. Et donc, avec la thématique changement climatique, biodiversité, est-ce que vous réfléchissez à mettre des haies coupe-vent qui pourraient accueillir une diversité intéressante ou de l'agroforesterie? Est-ce que ce sont des innovations pour l'avenir pour vous ou pas encore? Alors, effectivement, c'est vrai que sur certaines photos, on a l'impression que c'est désertique. Bon, je rigole parce que c'est pas la première fois qu'on me pose cette question-là. Mais à savoir que sur le domaine, au beau milieu du domaine, j'ai quand même un bois de 13 hectares, 13 ou 15 hectares de bois en fait, et en plein milieu des vignes. Puis après, j'ai pas mal de haies, j'ai déjà beaucoup de choses. Après, je suis pas contre cette idée-là. C'est juste que la mise en place, je pense que ça va être long à mettre en place. Je pense je ne suis pas suffisamment renseignée, mais je pense que ça va être assez long de se mettre en place. Je pense que ça a un certain coût aussi. Donc voilà, c'est quelque chose que peut-être on mettra en place au fur et à mesure, mais on n'a pas assez de recul dessus. Je pense qu'il y a certaines méthodes qui peuvent être mises en place dans certains départements, certaines régions. Je ne sais pas chez nous si c'est possible ou pas. En tout cas, il n'y a personne qui l'a essayé chez nous. Quoi. Maintenant, qui n'essaye pas, on ne peut pas dire si ça marche ou pas. Quoi. Voilà. Mais on pense un peu, mais pour l'instant, ça ne fait pas partie des choses qu'on va mettre en place tout de suite. D'accord. Et les haies que vous avez, elles n'ont pas été réfléchies spécifiquement avec un objectif particulier? Non. C'est des bordures, c'est les fossés, tout ça, et ils sont assez. Alors en fait, on a fait il y a quelques années de ça, on a fait venir des intervenants qui sont venus voir
par rapport à la biodiversité. Ouais. Et on fait partie des domaines qui ont les meilleures notes en fait, du secteur. Alors, c'est vrai que j'ai des très grandes parcelles d'un seul tenant, mais j'ai quand même beaucoup de haies, d'arbres, de ruisseaux, autant pour les animaux que pour la vigne. Il y a en fait, on ne se rend pas compte, mais quand on est dedans, je peux vous garantir qu'il y a énormément de monde qui travaille avec nous, en plus de nous. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Émilie et Aurélie. On va être obligés de s'arrêter là pour respecter notre horaire. Donc, encore un grand merci pour ces échanges et toutes ces réponses aux questions très intéressantes. Donc, le prochain webinaire dans notre série sera le 11 juin, même heure et même plateforme. Et donc, on discutera de réduction du travail du sol en agriculture biologique. Voilà, donc on vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon week-end et à très vite. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Merci.